Bienvenue madame, monsieur, bon début de semaine sur votre chaîne. Nous allons y aller avec, on va le dire, la même pertinence que par le passé du mois, on l'espère, parce que nous sommes vers la fin du mois d'octobre qui a été un mois vraiment de beaucoup de prières chez les catholiques, mais aussi de concentration en pleine rentrée scolaire également chez les étudiants. Alors il y aura beaucoup d'informations au cours de l'actualité de ce lundi, mais on parlera beaucoup d'immigration également, parce que nous avons le bonheur de recevoir quelqu'un qui est en plein cœur, on va le dire, de cette activité-là au cœur de l'Europe. Il vient de Russie, d'origine camerounaise. Il est là, il est jeune, plein d'ambition, plein de belles promesses également. Voilà, donc restez avec nous sans autre forme de procès. On vous le présente d'ailleurs, notre invité, monsieur Franco Aymar. Bienvenue au Cameroun. Vous êtes chez vous. Merci monsieur. Alors, vous êtes là depuis combien de temps pratiquement? Ce sont les vacances ou alors... bon, je peux dire un bref... congé que j'ai pris juste pour une semaine, donc je repars demain dans la soirée. Alors, un bref congé, mais l'histoire, votre histoire, oui. Nous raconte que vous avez passé pratiquement déjà une dizaine d'années. Non, pas jusqu'à 8 années. 8 années, oui, c'est une dizaine, si vous voulez. Oui, voilà, presque, donc oui. À Saint-Pétersbourg, en Russie. Bien entendu. Vous êtes parti comme étudiant, comment ça s'est passé alors? Oui, bref, pour être suffisamment précis, je suis parti le 27 septembre 2005, dont j'étais admis à l'Université des communications navales, où j'ai bien entendu passé ma première année préparatoire en langue, ainsi que le début de mes études, mais j'ai dû changer d'orientation parce que déjà, avec mes antécédents que j'avais déjà fait au Cameroun, un brevet technicien au lycée technique de Douala-Koumassi, il fallait que je puisse continuer toujours dans la même lancée pour pouvoir préparer quelque chose d'assez précis vers la fin. C'est pour ça que je me suis orienté tout droit vers le design industriel et l'architecture intérieure. Ce sont des notions qui ne sont pas encore bien assimilées ici chez nous. Alors c'est une spécialité, on va le dire, bien européenne. Bon, elle est assimilée dans notre pays, mais vous savez, quand on est chez les Occidentaux, il y a des atouts encore avancés pour parfaire la chose, parfaire la connaissance et parfaire la maîtrise du sujet. Donc, ce qui fait que dans notre pays, je pense que nous avons aussi des ingénieurs, nous avons des écoles supérieures, mais là-bas, compte tenu de l'appui d'une pratique de qualité et sur le terrain, ça apporte encore beaucoup plus de force et de compétences. Et vous avez envie de partager cela, on va rester avec vous tout le long de l'émission. Je dois rappeler que vous êtes au cœur d'un projet également, on va le dire comme tout opérateur à l'international, parce que vous avez envie d'encourager les échanges entre le Nord et le Sud. La Russie qui est un pays aujourd'hui qui est au cœur de l'actualité au monde par rapport même à l'actualité sportive. Dès l'année prochaine, il y aura les Jeux Olympiques d'hiver à Sochi notamment, et puis la Coupe du Monde 2018. On en reparlera, mais d'abord, place aux news, les tendances du jour de ce lundi, c'est tout de suite. Et d'abord, cette nouvelle qui ne pouvait pas nous échapper, ça concerne le nouvel ambassadeur de France au Cameroun. C'est une dame, c'est une première, son nom Christine Robichon. Voilà, donc elle est finalement arrivée selon des informations assez précises, donc qui remplace quelqu'un qui avait été là depuis quelque temps aussi. Alors, la France et le Cameroun, c'est une vieille tradition au niveau de la coopération. Cette fois, on va assister quand même au règne de cette dame qui arrive, peut-être pas forcément pour changer grand-chose, mais comment voyez-vous, parce que là, on va évoquer le cas de l'immigration tout à l'heure, mais est-ce que la France occupe pour vous également une place particulière dans les échanges entre le Cameroun? Absolument, comme elle a toujours occupé, ce n'est pas une histoire qui commence aujourd'hui, la France, c'est notre maman, sont eux qui nous ont appris beaucoup de choses et on restera toujours, tant que l'humanité existera, on sera toujours accroché à eux. Donc la présence de cette nouvelle dame comme ambassadeur, je crois que c'est avec des nouvelles visées, elle aura sûrement avec elle une nouvelle feuille de route. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que, bon, c'est vrai, la France, c'est l'ancienne, on va dire, puissance coloniale, mais quelque part, est-ce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas un tout petit peu inquiétés aussi par
voir la poussée des Américains ou même des Chinois sur le plan de la coopération avec les pays comme le Cameroun quand même. On ne peut pas dire qu'on va rester adossé sur ces Français-là dont on peut dire qu'ils nous apportent pas toujours que de bonheur aussi. Hein. Oui, ils sont inquiétés par la coopération économique. Ouais. Il faut préciser parce que vous savez, les Chinois ne s'impliquent pas dans le domaine politique des pays en Afrique. Ils sont là tout simplement dans l'investissement, dans l'industrie. Ils sont là pour aider. Eux, ils ne s'intéressent pas qui dirige le pays, qui fait quoi, comment les choses vont aller. Mais les Français, eux, ils voudraient également que leur politique aussi puisse régner en Afrique. Donc ça, c'est la nuance qu'il faut... Tout à fait. C'était important de le dire, effectivement, parce qu'il y a même une anecdote qui raconte que souvent des gouvernements africains sont généralement formés en Occident. Ça, c'était aussi du temps de la fameuse notion de la France-Afrique, hein, qui tend de plus en plus à disparaître. Ça, c'était l'époque des Mitterrand et des Chirac. Aujourd'hui, avec Sarkozy, bon, c'était encore là, mais avec le nouveau président français en Hollande qui est en place, je crois que de plus en plus les chefs d'État africains doivent apprendre à prendre leur destin en main. Donc c'est ça. Alors on va aller rapidement évoquer l'autre actualité, la grosse quand même de ce début de semaine au Cameroun, c'est la session d'ouverture de la nouvelle Assemblée nationale après le double scrutin qui s'est achevé le 30 dernier. Nouvelle Assemblée nationale avec un seul et principal enjeu, c'est le choix du nouveau président au perchoir, Kavaye Djibril. On va dire l'éternel président, va-t-il être reconduit? Là est toute la question. D'ici à 48 heures, on pourrait le savoir. Alors, monsieur... Lorsque vous partiez du Cameroun, vous m'aviez dit en préparant cette émission que vous avez laissé M. Kavaye au perchoir de l'Assemblée. Aujourd'hui, près de 20 ans, depuis quand j'étais à l'école primaire, je me rappelle très bien. Ouais, voilà. Oui, il était toujours là, il reste toujours là. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut perpétuer alors indéfiniment? Oui, en réalité, je voudrais peut-être dans un premier temps mettre en valeur les bienfaits peut-être du fait que une personne peut rester maintenue à un pouvoir pendant longtemps. Ça peut être ses atouts aussi positifs, mais le côté négatif, c'est celui de permettre aussi qu'il y ait un roulement, qu'il y ait un relais, permettre aussi que beaucoup de personnes comprennent que bon voilà, ils ne sont pas seulement là pour être des observateurs, eux aussi peuvent développer les capacités qui peuvent les permettre aussi d'atteindre et d'assumer certaines responsabilités. Je profite de l'occasion pour aussi dire quelque chose en ce qui concerne la politique du gouvernement actuel, bien de la déchéance de notre politique camerounaise, c'est que on a du mal à préparer la transition. Bon, et ce qui fait que même... Parce que les gens sont de plus en plus, ils ont le goût du pouvoir, de rester aux affaires. Alors, c'est vrai que pour le cas du président de l'Assemblée nationale, ça respecte les équilibres sociologiques parce qu'on sait que bon, le chef du gouvernement vient du sud-ouest, anglophone. Alors, l'Assemblée nationale, aujourd'hui, revient à l'extrême nord, le Grand Nord, et puis le Sénat qui est revenu à l'ouest. Alors, aujourd'hui, on peut s'attendre quand même à un changement de ces équilibres-là. Alors, bien entendu, partout dans le monde actuel, on traverse une période de révolution générale. Je peux même vous dire pour la petite histoire que l'ère où des monarques étaient accrochés au pouvoir pour toute leur vie est déjà pratiquement révolue. Si vous prenez un peu l'actualité qui s'est passée tout simplement dans les 3 derniers mois passés, l'addition de beaucoup de rois, comme par exemple le roi belge, celle du Pays-Bas, qui cèdent la place à leurs enfants, ils sont toujours en vie, ils ont encore des compétences physiques et intellectuelles, et même celui même du Qatar aussi. C'est tout simplement pour faire comprendre aux gens qu'aujourd'hui, le pouvoir, c'est quelque chose qui devrait se faire partager, et qu'on devrait aussi donner l'opportunité et l'occasion à la nouvelle génération qui vient de pouvoir aussi, pas seulement prendre possession de ça, de s'imprégner de la chose, et de donner le meilleur d'eux-mêmes aussi. Alors, disons le véritable enjeu, donc, ce serait à l'intérieur du RDPC, s'ils ont envie de garder le poste, puisqu'ils sont majoritaires, majorité vraiment avec une majorité écrasante, ils n'ont qu'à désigner quelqu'un d'autre quand même pour faire semblant de changer un tout petit peu, parce qu'on est fatigué, disons-le quand même, de Kavaye Djibril à la tête de l'Assemblée nationale du Cameroun. Je crois que c'est un avis qui est partagé au jour d'aujourd'hui. Il a réussi à faire certaines choses bien, mais certaines choses aussi, il semble être essoufflé au jour d'aujourd'hui, et l'ensemble des observateurs veulent voir le changement également, parce que le pays n'appartient pas aussi qu'aux seules mêmes personnes. C'est ça. C'est clair, ce n'est pas seulement l'apanage de l'Assemblée nationale avec son président. On a regardé aussi le Sénat, ceux qui étaient
là, avant, se reviennent encore, c'est pratiquement les mêmes personnes, c'est pratiquement les mêmes visages. Bon, là, ce n'est pas un problème aussi flagrant, mais c'est plutôt l'avenir qui est inquiétant, parce qu'on peut dire, bon, nous, la jeunesse d'aujourd'hui, on est peut-être immature, c'est vrai, on est inexpérimenté, mais quand est-ce qu'on aura cette expérience? Quand est-ce qu'on pourra se mettre au travail pour amasser ces connaissances qui nous permettront, demain, quand nous aussi, nous aurons plus de la soixantaine, de pouvoir être des acteurs vraiment de taille qui puissent, n'est-ce pas, aider notre pays, notre nation à pouvoir émerger davantage dans tout à fait, surtout vous qui venez de la diaspora, effectivement, parce que vous avez beaucoup de choses à apporter. On va y revenir rapidement. Donc, au pas de course, l'autre information de ce jour concerne la création de nouveaux partis politiques, la nouvelle ou alors les nouvelles générations. L'information a été rendue publique ce week-end même par le truculent Chantal Roger Tuilet. C'est un journaliste, essayiste, polémiste bien connu de la place à Yaoundé. Donc, il a donc annoncé la création de ce nouveau parti. On aura le bonheur d'aller le rencontrer donc au cours d'une émission spécialisée. Chantal Roger Tuilet, qui était candidat à la mairie de Yaoundé 6e, la mairie qu'il a perdue, même s'il estime que c'est lui le véritable maire qui aurait dû être plébiscité parce que il y aurait eu des tripatouillages l'ayant empêché de gagner cette mairie. Il avait compétit dans les rangs de l'UFP de Olivier Billet qui a permis quand même à son parti de remporter pour une fois la mairie de Yabassi. Donc, on voulait donner cette information capitale quand même, parce que M. Tuilet fait partie de cela aujourd'hui. C'est un ancien militant du RDPC, donc ça c'est quelque chose qui est assez important au jour d'aujourd'hui. Il appartient à une nouvelle génération qui veulent bousculer les habitudes. Rapidement, la suite des informations, je crois qu'on va parler cette fois de la cacophonie qui règne aujourd'hui dans les milieux culturels. D'après nos informations, il y a que la commission permanente de médiation et de contrôle, la fameuse CPMC, à la tête de laquelle trône un dénommé Jean-Calvin Abba-Oyono au jour d'aujourd'hui, aux côtés du ministère des Arts et de la Culture, est en train de faire feu de tout bois pour organiser coûte que coûte une assemblée générale controversée de la SOCAM, en piétinant quelques textes qui ont été votés. En tous les cas, c'est l'avis de quelques spécialistes que nous avons eus depuis hier et qui s'offusquent de cette façon-là. En tous les cas, l'Assemblée aura vraisemblablement lieu, mais au jour d'aujourd'hui, il y a des manœuvres qui sont en train d'être menées et qui ne sont pas en conformité avec ce qui aurait dû être fait. La question, la querelle éternelle autour du droit d'auteur, vous l'avez connue aussi hein, en partant du Cameroun. Hein. Oui, bien entendu, c'est une question aussi qui est vivement politisée, puisque beaucoup de personnes voudraient bien entendu... Est-ce que ce n'est pas la faute aux artistes eux-mêmes? Parce que vous dites tout le temps c'est la faute aux politiques. Est-ce que les artistes eux-mêmes, vous n'auriez pas envie de les interpeller aussi? Oui, bon, les artistes de leur côté peuvent tout simplement mieux s'organiser et déjà faire des propositions au niveau du patronat. Parce que vous savez, en principe, ces organismes de droit d'auteur ne fonctionnent que parce qu'il y a des artistes. Si les artistes arrêtent de fonctionner, arrêtent de faire le travail, arrêtent de créer, eux aussi ne pourront plus diriger. Donc ce qui fait que ça devait être un tout, un mécanisme qui devrait coordonner. Les artistes eux aussi devaient faire des propositions, s'asseoir et s'organiser pour pouvoir plaider leur doléance là plus haut. Au jour d'aujourd'hui, il y a donc comme une sorte de cafouillage. En attendant la date fatidique du 3, ce sera samedi prochain. Et connaissant les habitudes dans les milieux artistiques, effectivement, il faut s'attendre à beaucoup d'autres rebondissements. On annonce d'ailleurs aussi dans la foulée un conseil d'administration dit extraordinaire de la défunte SOCAM. On ne sait pas dans quelles conditions ça pourrait se tenir ce mercredi, avec des membres qui sont pratiquement décimés aujourd'hui après la suspension de pas moins de 4 ou 5 personnes. Le conseil, peut-être le quorum est toujours atteint et qui bénéficierait même aussi également d'une tolérance administrative. Mais en vérité, on voudrait passer par quelques autres décisions en force. Notamment, par exemple, la réhabilitation de quelques personnes, dont M. Roméo Doubedika qui avait été suspendu, qui pourrait être réhabilité parce qu'il a toujours des ambitions dans cette affaire-là. C'est wait and see en tous les cas. Il faudrait suivre cela de très très près. Rapidement, en attendant d'ailleurs, on vous annonce l'autre candidature. C'est vrai qu'on avait déjà enregistré la candidature de M. Moussa Aïssam à la tête de la SOCAM. C'est un membre de l'ancien conseil d'administration dont vous savez qu'il était arrivé en compagnie du dénommé Messi Ambroise. Alors, ils sont comptables aussi du bilan qui est aujourd'hui assez lamentable de l'ancienne équipe. Mais il a dû déclarer sa candidature parce qu'il voudrait prôner quelque chose de nouveau. Alors, autre candidature,
C'est celle qui a été annoncée vendredi dernier. C'est de la part d'un cadre de la CRTV, le dénommé Até Bazar, qui est aux côtés de Elvis Kemayo. En tout cas, ils se sont mis ensemble. Monsieur Elvis Kemayo, qui est une grosse pointure, qui n'est plus à présenter dans le microcosme artistique camerounais. Ils ont l'ambition d'avoir un projet qui regroupe essentiellement des personnes dont ils disent qu'ils ont de la connaissance aussi, la connaissance intellectuelle, à l'instar de l'artiste Zebela également. On parle de Ateba et de Guy Manou aussi dans ce groupuscule-là qui est annoncé à Douala ce mercredi pour une importante réunion à la rencontre des artistes de Douala. C'est Just Wait and See, tout simplement. La suite, c'est en Géorgie. Peut-être que vous êtes au courant de ce qui s'est passé là-bas, parce que vous arrivez de cette zone-là. La Géorgie qui a un nouveau président, dont exit l'ère de monsieur Mikhail Saakashvili. Il y a un nouveau président, mais j'ai de la peine à prononcer son nom, parce qu'il est aux côtés d'un milliardaire. On l'a présenté dans tous les médias depuis hier. Donc, la Géorgie, c'est une nouvelle ère. Qu'est-ce que vous diriez par rapport à ce changement qui est intervenu là-bas? Dans des conditions assez exemplaires quand même, le vote s'est déroulé avec une victoire de 62% pratiquement. Oui, bien entendu. Vous savez, ce candidat est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour son pays. Il est beaucoup connu même par la Fédération de Russie. C'est quelqu'un même que dans les statistiques, on a fait savoir que toute sa richesse, il a puisé en Russie. Donc, c'est quelqu'un qui est bien parti. Déjà, même j'ai suivi avant même de venir un documentaire qui parlait de sa personnalité, comment toute sa population l'appréciait pour ses actes de générosité. Mais dites-nous, alors vous qui venez de Russie, alors la Russie veut toujours garder la main quand même auprès de tous ces anciens pays qu'il contrôlait avant. Bien entendu, la France veut garder la main sur le Cameroun et bien d'autres pays de la zone francophone. Eux aussi veulent garder la main sur tous ceux qui étaient avec eux dans l'ère Union soviétique, parce que ceux-ci, ce sont toujours des pays stratégiques. Vous savez, l'ère de la guerre froide reste toujours, et pour atteindre un lion, il faut parfois passer par son enfant. C'est pour ça qu'eux, ils préfèrent maintenant tout faire aussi pour toujours maintenir la main mise sur tous les atouts politiques de tous ces pays, afin d'éviter, n'est-ce pas, une infiltration de l'influence occidentale. Tout à fait. Alors, on vous présentera le visage du nouveau président de Géorgie, donc très prochainement, parce qu'on a quelques petits soucis donc avec nos images. De toutes les façons, c'est l'information qui était bonne à savoir. Ce lundi, on est vraiment au cœur de ce que nous appelons les tendances. Autre tendance du jour, c'est le vote à Madagascar, il me semble, parce que là-bas, le premier tour de l'élection s'est finalement déroulé malgré les tensions. Alors, on signale quand même quelques petites difficultés en attendant la proclamation de ces résultats-là. Madagascar, l'île de Madagascar, qui est aujourd'hui un peu dans la turbulence, effectivement. Alors, il y a eu le satisfecit quand même de l'Union européenne, donc par rapport à ce vote au niveau de Madagascar, et on va suivre de très très près parce que il y avait une trentaine de candidatures à cette affaire-là, et c'est quelque chose qui ne fait pas toujours honneur aux peuples africains qui ont toujours tendance à vouloir faire la course au pouvoir, même si on n'a pas de la consistance. En tous les cas, il faut souhaiter beaucoup de bonheur à ce pays-là. On termine avec la République démocratique du Congo et la guerre en RDC qui se poursuit, avec quand même cette belle poussée enregistrée par les forces républicaines du président Kabila, qui sont en train, dit-on, de neutraliser les gens du M23 au niveau de la frontière de l'Est. Ils auraient déjà pu gagner 2 postes frontières importants à ce niveau-là. Vraisemblablement, on n'est pas totalement sorti de l'auberge. Madame, monsieur, restez avec nous. Nous sommes en compagnie de quelqu'un qui nous arrive de l'étranger. Il est d'origine camerounaise. Place à présent aux discussions proprement dites, mais tout de suite la transition avant de le retrouver. Voilà, donc toujours en compagnie de monsieur Franco Emma, tour opérateur d'origine camerounaise, en provenance de Russie, de passage au Cameroun. Donc, il devra, en tout cas, vous serez entre le Cameroun et le continent, parce que vous avez beaucoup de projets à ce niveau-là, on va en parler. Mais si on peut commencer d'abord par évoquer ce pays de la Russie qui est une exception au monde aujourd'hui. C'est vrai que on présente souvent cette nation comme une dictature aussi, parce que le président, comment il s'appelle encore, Poutine, il gère d'une main de fer quand même ce pays aussi. Oui, bien entendu, on ne peut pas
par comparer la démocratie qui existe en Russie à la démocratie aux États-Unis. C'est sensiblement le jour et la nuit. Est-ce que c'est même de la démocratie là-bas? Parce que vraiment, véritablement, il n'avait pas été bien élu. Bon, si vous demandez si c'est la démocratie, vous demandez est-ce qu'au Cameroun on a la démocratie? La démocratie, c'est d'échelon, c'est par échelon, c'est par degré. Bon, eux aussi, ils ont la démocratie. Et déjà, même, je peux même vous dire que les choses avancent très très bien de ce côté-là, puisque on permet déjà les jeunes. Si vous avez suivi, par exemple, ce qui se passait dernièrement, celui qui était au candidat, n'est-ce pas, aux municipalités. Tout à fait. On l'avait beaucoup traqué, effectivement. On bien entendu. Donc, voilà. Il avait été emprisonné. Voilà. Bon, il a été relaxé, libéré. C'est déjà un élan positif pour la démocratie, ce qui montre que bon, déjà, on peut déjà s'imposer, on peut lever la tête, on peut parler, on peut imposer, on peut exiger le changement. Donc, pour dire en bref, c'est que bon, la Russie, c'est un pays qui n'est pas fort dans le domaine de la démocratie, ça, il faut le reconnaître. Comment d'ailleurs il est revenu aux affaires? Parce qu'il avait déjà été président une première fois, il est parti, il a occupé le poste de Premier ministre, après il est revenu chef d'État dans des conditions quand même assez controversées. Non, en principe, c'est leur système de constitution. Un président, après ses 2 mandats, peut donc s'éclipser, et après 4 ans de mandat pour un autre président, il a toujours également la lassitude de se présenter et remporter les élections. Donc c'est leur système constitutionnel. Donc il n'y a rien à mal à cela. Chaque pays a son système. Aux États-Unis, quand vous présentez déjà une fois, après la deuxième fois c'est terminé, c'est à vie. Bon, mais dans d'autres pays, après être parti, vous pouvez toujours revenir. Alors aujourd'hui, quand l'état dans lequel se situe ce pays, finalement, il n'y a plus trop de contestation. Toujours, les populations acceptent la politique menée par le pouvoir de Vladimir Poutine. Vous savez, dans tous les pays, il y a toujours des mouvements de contestation. La population ne peut pas soutenir un régime à 100%, voire même à 90%. Toujours est-il que ce soit la majorité qui soit pour le régime en place. Ça, c'est le plus important. Et que cette majorité-là puisse se sentir satisfaite ou bien encore équilibrer des résultats que fournit le gouvernement pour les satisfaire. Ça, c'est le plus important. Alors, aujourd'hui, la Russie également fait partie de ces pays-là. C'est le principal d'ailleurs par rapport à la crise syrienne qui est aux côtés quand même du dictateur Bachar al-Assad, si on peut le dire. Comment comprendre effectivement cette détermination à rester opposé aux autres occidentaux dans ce qu'on appelle le Conseil de sécurité aussi de l'ONU là-bas? Il y a la Russie, je crois, il y a la Chine également, ils sont du même côté. Finalement, quels sont les intérêts qu'ils ont étroitement avec la Syrie? Bon, voilà, la Russie reste accrochée à la Syrie pour 2 raisons fondamentales. La première raison, c'est suite à l'échec de ce qu'on a toujours appelé la révolution, le printemps arabe. Oui, parce que lors du printemps arabe, la Russie s'est laissée aller pour soutenir l'influence occidentale quant à renversement de tous ces dictateurs dans le secteur arabe. Bon, après, avec le temps, ils se sont rendus compte que c'était un échec parce que un pays qui a son régime depuis fort longtemps et qui ne se plaint pas, bon, ce n'est pas la peine peut-être de créer une mascarade ou bien de monter peut-être des gens pour renverser celui-ci et les soutenir. Bon, ils ne voudraient pas, les Russes ne voudraient pas que cette cérémonie-là, ce théâtre-là puisse se reproduire dans le cas de la Syrie. Bon, et la deuxième raison, c'est que la Syrie est un puissant allié militaire et économique pour la Russie. La Russie les fournit à 100% leur arsenal nucléaire. Ils achètent à la Russie. Ce qui fait que vous ne pouvez pas imaginer si la Russie perd la Syrie. Ça veut dire que bon, ils ont perdu un. Donc c'est pour des intérêts essentiellement économiques qui sont appelés finalement aujourd'hui à soutenir mordicus ce pays qu'est la Syrie, malgré les massacres des populations, le génocide auquel on assiste là-bas. C'est important de le dire parce que dans ce débat au Cameroun, on a vu des gens qui essayaient de vouloir nous donner d'autres raisons. Et aussi, voilà. Il y a la position aussi stratégique de la Syrie qu'il ne faut pas oublier. La Syrie est trop proche de la Russie et la Syrie dans la zone orientale occupe une très très grande influence. Si la Russie essaie de perdre la Syrie, c'est donner l'opportunité aux certaines puissances américaines de créer encore les bases là-bas et continuer davantage à pilonner et à regarder ce que font les Russes davantage. Donc, s'il y a aussi la partie politique, l'enjeu politique qui est très très pertinent dans cette histoire. Alors, cette exception, la Russie, donc dans le monde, on voulait l'évoquer parce que nous avons la chance de vous avoir. Et finalement, c'était l'ancienne URSS par le passé. Alors, au jour d'aujourd'hui, quand même, la Russie reste
finalement toujours une puissance dans le monde entier. Bien sûr, une puissance même émergente économiquement parlant, parce que la Russie reste le premier producteur du gaz au monde. Ils ont le plus grand stock de pétrole brut. Ça, c'est ce que beaucoup de personnes ignorent. Ils ont également le blé, déjà par leur vaste territoire. C'est le pays le plus étendu sur la planète. Donc, ils profitent sûrement de tous ces atouts-là pour s'imposer, même pas seulement dans le monde politique, et même aussi dans le monde économique. C'est parmi les pays, ils sont parmi les pays émergents. Alors, on va donc aller évoquer tout de suite dans la question de l'immigration par rapport à ce pays-là. La Russie, déjà, est-ce que vous nous confirmez qu'ils font partie de l'espace Schengen? Non, ils ne sont pas de l'espace Schengen. Voilà, donc un peu comme les Britanniques aussi. Ils essaient de se mettre en marge. Comme la Turquie aussi. Voilà, alors comment justifier, on va dire, cette mise à l'écart de cette politique Schengen? Voilà, ils se mettent à l'écart tout simplement parce que, en principe, ils ne veulent pas adhérer aux conditions de l'adhésion dans l'espace Schengen. Vous savez, dans l'espace Schengen, tous ces États ont l'obligation de venir en aide. Ça, c'est financièrement parlant, quand un pays est déficitaire ou défaillant. C'est le cas, par exemple, de la Grèce qui a mis à genoux beaucoup de pays dans la zone Schengen. Et ils, par exemple, se méfient, par exemple, de ces conditions-là. Ils savent qu'ils ont leurs ressources minières qu'ils peuvent davantage vendre plus que faire cadeau aux gens. S'ils adhèrent, par exemple, dans l'Union européenne ou bien peut-être dans le Schengen, cela va réduire déjà, fragmenter déjà. Donc c'est une forme de protectionnisme. Bien entendu, c'est clair. Voilà, c'est clair, parce que vous savez, si aujourd'hui vous avez de la marchandise, vous préférez le vendre que de vous associer à quelqu'un par bienfaisance et après vous en appauvrir. Donc et le peuple russe est fier de ça aussi, ils apprécient cette politique-là de leurs dirigeants. Bien entendu, ils sont fiers de cette politique-là parce qu'ils jugent que bon voilà, c'est mieux de conserver ce qui l'appartient que de distribuer aux autres et après demain et être dans le besoin. Alors maintenant, comment est-ce que c'est vécu par rapport à, on va le dire, tous les autres pays qui acceptent quand même la notion de Schengen, effectivement. Comment est-ce que c'est perçu là-bas, vous qui êtes un peu dans les pays qui sont un peu fermés quand même? Oui. Bon, en principe, vous savez, l'adhésion à l'espace Schengen a aussi ses avantages qui sont beaucoup plus économiques. La transaction des biens, le commerce également. Prenons les pays, par exemple, comme la Roumanie, la Croatie, qui ne sont pas des pays assez émergents sur le plan économique. Ils ont reçu l'adhésion dans la zone, l'espace Schengen. C'est pour les permettre aussi de se développer, créer les échanges commerciaux avec tous ces grands monopoles comme l'Allemagne, etc. Bon, la Russie, elle, de son côté, juge que, bon, voilà, elle n'a pas trop besoin de s'allier documentairement avec un pays. Elle peut appeler l'Allemagne, le président peut appeler Angela Merkel, dit, bon, voilà, j'ai besoin de ceci, cela, j'ai de l'argent pour vous payer, je n'ai pas besoin de mendier auprès de vous. Donc il y a un peu cette petite stratégie-là. Donc au niveau de cette stratégie, comme vous le dites, ils sont bien proches on va dire, des Britanniques et de la Turquie également. Bien entendu, c'est effectivement ça. C'est même effectivement le problème que rencontrent les Britanniques maintenant avec Davis Cameron, parce qu'ils ne voudraient pas que la Grande-Bretagne se trouve sur le même piédestal, enfoncée dans la crise comme la zone européenne. Il voudrait toujours que son plan économique, son budget soit maintenu, qu'il ne soit pas influencé par l'inflation qui sévit dans la zone Europe et particulièrement Schengen. Malgré tout, il faut bien qu'on comprenne que ces pays, même s'ils ont choisi de se mettre en marge de la politique mise en place par la notion Schengen, ils ne sont pas totalement fermés quand même aussi. C'est pour ça qu'on a voulu parler de cette immigration spécifique à la Russie et à la Turquie par exemple. Dites-nous alors, quelles sont les conditions d'entrer dans ces pays-là? Bon, en principe, pour entrer dans ces pays, c'est très très simple. Bon, ils ne sont pas... Pas tout à fait simple. Moi, j'ai eu de la peine à obtenir un visa pour l'Angleterre. Non, mais ça, c'est pour l'Angleterre, bien entendu, parce que vous savez, quand vous êtes de nationalité... peut-être par exemple Camerounais, ou bien vous venez d'Afrique, ils ont toujours une chose dans la tête, c'est que vous allez là-bas rester. Vous n'allez pas pour rentrer. Or, eux déjà, ils sont déjà fatigués. Un peu comme vous avez fait, vous êtes allé, vous êtes resté, c'est ça? Bon, en principe, je ne suis pas resté définitivement, je suis là pour un temps. Oui, si quelqu'un reste définitivement, c'est que bon, il ne songe pas rentrer dans son pays. Je suis en train de vouloir créer une brèche pour pouvoir m'imposer dans mon pays, voir dans quelle mesure m'implanter davantage pour y rentrer. Parce que je sais qu'après tout, son avenir c'est dans son pays, parce que
peu importe tout ce qu'on peut faire à l'étranger, peu importe tout ce qu'on peut avoir là-bas, ça reste tout. Alors, comment est-ce qu'ils, c'est dans quelles conditions est-ce qu'ils acceptent donc finalement que les étrangers, pas forcément les Africains, on va parler spécialement des Africains tout à l'heure, mais étrangers de toutes sortes, dans quelles conditions est-ce qu'ils accèdent dans ces pays-là? Bon, vous devrez être un peu précis parce que vous savez, chaque pays a son système immigrationnel, son régime, oui. Bon, c'est-à-dire les conditions requises pour obtenir, par exemple, un accès ou un visa dans leur pays. Bon, ceux qui sont suffisamment réticents aujourd'hui, c'est les pays de l'espace Schengen, qui déjà même, on peut dire, à 90 ou 99%, n'acceptent pas que les ressortissants africains, ceux qui vont, par exemple, pour le tourisme, qu'ils font un tour là-bas parce qu'ils ont toujours déjà ce complexe-là calé dans la tête que bon, il va pour rester. Mais d'une part, ce n'est pas mauvais parce que beaucoup de personnes qui vont, bon, miroitent toujours un paradis imaginaire et se disent toujours que bon, voilà, là-bas, on aura tout ce qu'on a besoin. Et bon, c'est vrai que ce n'est pas toujours ça le cas, mais eux, de leur côté, ils voudraient, n'est-ce pas, restreindre au maximum la quantité de personnes qui viennent chez eux. Pour rester donc sur le cas spécifique de la Russie, on se rappelle que par le passé, il y avait de très mauvaises nouvelles qui arrivaient quand même, des étrangers qui étaient pratiquement même assassinés, hein, notamment des étudiants africains, camerounais tout précisément. Alors, racontez-nous un peu cette époque-là, comment ça se passait. Voilà, reine des étrangers qui étaient... Voilà, c'est une excellente question parce que moi-même j'ai traversé cette étape. Je suis arrivé en Russie dans une période où ces actions de xénophobie étaient suffisamment avancées. Mais il faudrait noter que c'était un groupe de personnes qui étaient radicalement opposées, pas en particulier aux personnes de la peau noire. Oui, c'est un problème qui est né à partir de la chute de l'Union soviétique en 1999. Vous savez, c'est tous ces 15 États qui étaient ralliés à la Russie, qui se sont laissés flatter, ou bien on peut même dire tromper, par d'autres États émergents comme les États-Unis, pour réclamer leur indépendance forcée à la Russie. Les Russes les ont dit, bon voilà, vous voulez votre indépendance, pas de problème, on ne peut pas mettre la chaîne au cou de quelqu'un, on vous libère, vous allez donc rester chez vous, créer donc vos nouvelles stratégies économiques, politiques, etc. Bon, ils se rendent compte qu'après quelques temps, ils ne peuvent pas vraiment tenir leurs promesses, ils ne peuvent pas vraiment être indépendants dans tous les sens. Ils rentrent maintenant, c'est là où ceux-ci maintenant créent des groupes pour les repousser. Donc, et ils sont suffisamment brutaux et de manière qu'ils peuvent même causer la mort à bien d'autres. Donc voilà où est né en principe cet esprit-là. Et ce groupe-là qui se formait, on les appelait avant les skinheads. Bon, il n'existe pratiquement plus aujourd'hui. Donc c'est une tendance qui a été renversée. C'est une notion que le temps a dû balayer par lui-même. Alors dites-nous, c'est vrai qu'on est passé rapidement. C'est un pays où il fait excessivement froid aussi. Hein. Donc oui, mais on ne peut pas forcément encourager les gens à y aller. Hein. Oui, bon, regardez, vous savez, la Russie n'est pas le pays le plus froid. Oui, au Canada il fait froid, en Norvège il fait froid, les pays qui sont rapprochés vers le pôle, il fait plus froid. En réalité, la Russie, si vous allez en Russie par exemple, en été, oui, vous allez vous rendre compte que dans certaines zones en Russie, il fait plus chaud qu'au Cameroun. Alors, pour rester un peu dans l'expérience russe qui est la vôtre, alors aujourd'hui, vous dites qu'il ne peut plus être possible de craindre qu'il y ait des assassinats, des débordements vis-à-vis des étrangers. Hein, donc, on peut y vivre très sereinement. Alors, je vais vous rappeler quelques cas de Camerounais. Peut-être vous avez connaissance de quelques autres avec qui vous avez cheminé là-bas. Je rappelle qu'il y a M. Faustin Domke qui est dans le football et les affaires aujourd'hui, qui a passé beaucoup de temps là-bas, qui a étudié là-bas. Il y a les footballeurs Christian Tuissé, Benoît Angba et surtout le grand Samuel Eto'o. Alors, quelle est l'expérience que vous avez eue aux côtés de ceux-là qui étaient les plus connus quand même là-bas en Russie? Oui, bon, vous savez, la Russie, c'est un pays qui reste encore, du moins, se fermer. Bon, dans bien de domaines. Et si on entre maintenant dans le cadre footballistique, comme nous venons de l'aborder, il ne donne pas encore, il n'ouvre pas suffisamment des portes pour beaucoup de ressortissants et particulièrement africains d'émerger là-bas. Mais déjà, l'explosion et bien la présence de Samuel Eto'o fils et bien d'autres Camerounais qui sont là continuent toujours de les galvaniser dans ce sens, puisqu'ils apprécient également les talents et les compétences que apportent les footballeurs africains et particulièrement Mais sinon, Camerounais. le niveau compétitif même du championnat russe, il est d'un bon niveau, on peut le dire? Oui, en réalité, il est un bon niveau.
il est vraiment un bon niveau, du bon niveau parce que, vous savez, beaucoup de clubs dans le championnat russe accèdent, n'est-ce pas, à la Champions League. Ils jouent par exemple de Saint-Pétersbourg, nous avons le Zénith de Saint-Pétersbourg qui a remporté plusieurs fois beaucoup de titres, même la Coupe de l'UEFA, etc. Donc il se démarque pas mal. Reste que bon, c'était... Donc est-ce que vous encouragez les jeunes Africains qui vous regardent à y aller quand même, ceux qui sont des footballeurs? Oui, bien entendu, j'ai pu même déjà dire qu'en Russie, le football paye beaucoup. Oui, je peux vous donner par exemple un exemple. Si quelqu'un joue dans l'équipe, peut accéder à l'équipe de première division, son salaire minimum c'est 50 000 francs. 50 000 $, autant pour moi. Oui, par mois. Vous pouvez convertir, c'est beaucoup d'argent. Donc, c'est pratiquement dans les 20 à 25 millions de francs CFA par mois. Ce n'est pas une somme qui est négligeable. Donc, reste que bon, ils sont un peu réticents dans les critères pour, n'est-ce pas, recruter ces footballeurs. Vous devez être suffisamment compétent et pouvoir briller de mille feux. Est-ce qu'il y a, dans le cas des autres pays comme le Canada, d'autres processus d'intégration sur les volets intellectuels, d'autres formations comme la communication? Je ne sais pas, parce que est-ce que ce sont chasseurs de tête en Russie? Est-ce qu'ils ont besoin vraiment de la main-d'œuvre africaine aussi qui serait bien formée? Bon, vous savez, le problème de la Russie, c'est l'ouverture à bien de pays comme l'Afrique. Les Russes, par exemple, ont toujours travaillé avec l'Afrique, mais ils ne sont jamais intéressés en profondeur à l'Afrique, de manière à obtenir, par exemple, des terres ou des colonies en Afrique. C'est ça qui fait le blocus. Bon, vous savez, par exemple, nous intégrons facilement en France, en Belgique, etc., parce que nous avons eu cette culture francophone. Vous savez, si vous allez en Russie, par exemple, vous aurez d'abord un grand problème, c'est l'intégration linguistique. Vous ne pouvez pas avancer. Comme vous allez dans tout pays lusophone, qui ne parle ni l'anglais ni le français, vous devrez commencer par vous plier à cette force-là, c'est-à-dire apprendre à vous intégrer par la langue. Donc, ce qui fait que quand les Africains arrivent en Russie, par exemple, ils peuvent fréquenter, étudier là-bas, et après s'implanter aussi là-bas et travailler. Tout à fait. Allons-y donc rapidement évoquer le cas spécifique de l'immigration des Africains. Donc, c'est le troisième sujet retenu. Donc, les Africains en Europe en général, commençons par là. Aujourd'hui, Monsieur Franco Aymar, je dois rappeler votre nom quand même. Est-ce que il est, disons-le tout de suite, est-ce qu'il est plus aisé de s'épanouir en Europe que sur le sol africain? Parce que même si vous avez dit qu'on est né ici, chez nous, il est bon de vivre chez nous, est-ce que, ou alors... En réalité, forcément s'expatrier. Oui, vous savez, c'est une question qui est suffisamment tendancieuse. Vous savez, l'avantage qu'on a à vivre en Europe ou bien à l'étranger dans des pays développés, c'est les conditions de vie qui sont meilleures que chez nous. Je veux dire linguistique. Non, pas linguistique, pardon. Je veux dire logement, oui, les systèmes de transport, le confort, etc. Le niveau de vie, il n'y a pas assez de maladies, il n'y a pas tout ce problème, les querelles, les accidents tous les jours. Bon, ça c'est un quotidien qui est un peu rare. Il n'y a pas de coupure d'eau, il n'y a pas de délestage, bon, tout ça, il n'y en a pas. Voilà, il y a dans beaucoup de pays, le droit de l'homme est respecté, on se sent un peu libre. Bon, reste que bon, du côté financier ou économique, ce n'est pas toujours le cas parce que là, il faut conjuguer encore avec le fait d'avoir des papiers, un bon titre de séjour. Alors, il y en a qui sont prêts à tout faire, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils veulent y aller par tous les moyens, et quel que soit ce qu'il y a à faire, même si c'est la plonge, ils vont la faire, et parce qu'ils savent, comme vous le dites, que les conditions de vie sont très meilleures. Oui, bien entendu. À ceux-là, vous les encouragez à y aller comme ça, même s'ils n'ont pas les profils forcément, pour avoir les meilleurs métiers là-bas. Oui, en réalité, je pense que si quelqu'un dans son pays n'a pas les moyens de subsistance, que de devenir un clochard ou un délinquant ou un bandit, c'est préférable pour lui d'aller là-bas parce que dans bien des pays en Europe, il y a ce qu'on appelle l'aide humanitaire ou par exemple en Belgique, même en France aussi, pour ceux qui sont là qui n'ont pas de papier, ils peuvent s'inscrire et recevoir une certaine somme, ça varie parfois de 600 € à plus. C'est de l'argent qui les permet dans un premier temps de pouvoir gérer le quotidien. Bon, dans leur pays d'origine, on ne leur donnerait pas cela. Bon, tout en vivant, en espérant que du jour au lendemain, les conditions peuvent s'améliorer et puissent avoir des documents, peut-être même embraser un mariage avec quelqu'un qui a la citoyenneté et leurs conditions changent. Bon, vous savez, c'est vivre dans un pays, dans un contexte où on a un peu plus d'espoir.
un peu plus de perspective, plus que dans son pays. Vous savez, il y a des situations que nous vivons partout dans le monde, le chômage, les difficultés économiques, c'est partout. Mais dans certains pays, encore, on peut encore supporter, on peut encore avoir plus de perspectives, plus de raisons d'espérer. Donc pour résumer, vous le dites bien pour qu'on vous comprenne, quand on est chômeur en Europe, on a quand même le minimum vital, on appelle ça les allocations. Oui, c'est de l'aide humanitaire que le gouvernement donne. Mais pour cela, vous devez vous faire enregistrer, de vous faire reconnaître, et avant de pouvoir bénéficier. Et même au niveau de la restauration en France, je crois qu'il y a les restaurants Emmaüs, et il y a une chaîne de restaurants, vraiment en direction des plus démunis de toutes les façons. Bon, même si moi je suis pas forcément j'estime qu'il faut y aller quand on a véritablement quelque chose à faire. Un atout aussi important, c'est l'assistance médicale aussi, qui est pratiquement gratuite. Là, si vous avez des problèmes de santé, vous avez le droit de toquer la porte et il y a les ONG qui prennent en charge, ce qui n'est pas toujours... Est-ce qu'on ne peut pas renverser la chose en demandant plutôt à nos dirigeants ici de nous mettre ces conditions minimales là Bien aussi? entendu. C'est compliqué chez nous. C'est compliqué parce qu'il y a d'abord le problème de corruption, oui, qu'on ne peut vraiment pas résoudre du jour au lendemain. Par exemple, il y a des organisations ONG qui peuvent décider de descendre sur le terrain. Ils ne vont pas s'implanter au Cameroun comme ça. Ils vont s'accrocher sur des personnes. Ils vont faire confiance à certaines institutions sur le terrain. Bon, vous regardez, quand ils vont voter des budgets, ça n'arrivera pas là où il faudrait. Et puis, ils vont se décourager, ils vont rentrer. Parce que s'il va déjà de notre mentalité qui n'est pas du tout correcte. C'est pour ça que vous voyez, à un certain niveau, notre développement, notre émergence est bloquée par nous-mêmes, par nos comportements égoïstes et sans foi. Donc, ce qui fait que toutes ces conditions peuvent être réunies dans notre pays si vraiment nous pouvons être prêts à changer notre façon de penser. Et là, vous interpellez, pour qu'on se comprenne bien, essentiellement ceux qui sont aux affaires, les dirigeants, les gouvernants. Pas forcément les dirigeants, même nous-mêmes, la population. Parce que vous savez, nous-mêmes, nous pouvons apporter notre contribution dans ce processus en étant prêts à coopérer. Oui, vous savez... nous vivons dans un régime démocratique et puis c'est la population... Je dois quand même rappeler, parce que c'est d'actualité, qu'en matière d'immigration, parce que pour ceux qui veulent partir, alors hier dans une émission de France 3, donc il y a Marine Le Pen, qui est la présidente du Front National, propose effectivement un durcissement, on va le dire, une fermeture hermétique pratiquement de toutes leurs frontières France, parce qu'ils estiment que, elle dit essentiellement ceci, que la France c'est leur maison et que vous êtes libre de laisser entrer qui vous voulez dans votre maison et de faire sortir qui vous voulez. Parce qu'ils ne peuvent plus continuer d'accueillir pratiquement tout le monde. Elle a donné des chiffres et quand on l'écoute essentiellement, on a envie de lui donner raison quelque part au jour d'aujourd'hui. Donc, il ne sera plus facile d'aller en Europe aujourd'hui parce que de plus en plus, on est en train de vouloir fermer les frontières. Oui, bien entendu. Ce n'est pas une histoire qui a commencé aujourd'hui. Ils sont suffisamment réticents. Parfois, ils ont commencé avec le fait qu'on a un statistique des personnes qu'on peut donner le visa par an. Et après, même, ils se rendent compte que même ce chiffre-là, il faut le ramener à la baisse. Bon, une réalité claire, c'est que, bon, moi, personnellement, je ne voudrais pas prendre les choses dans un sens beaucoup plus politique. Je veux prendre les choses dans un sens humanitaire. Donc, pour qu'on puisse refuser le visa à quelqu'un, il faut qu'on juge vraiment son incompétence à satisfaire son voyage. Vous voyez. Bon, on peut dire, par exemple, que quelqu'un qui n'a pas un travail fixe dans une entreprise, qui ne cotise pas à la CNPS, qui n'a peut-être pas une position matrimoniale stable, voilà, on peut lui dire, bon voilà, toi on n'est pas sûr que tu vas rentrer. Mais déjà, c'est devenu une loi qui est déjà fixée, que bon voilà, tous ceux qui se présentent pour demander le visa, on doit faire... Du temps de Nicolas Sarkozy, il y avait la notion de l'immigration choisie quand même. Est-ce qu'on ne peut pas plutôt encourager celle-ci qui vise plutôt à choisir les bonnes têtes, ceux qui vont servir à quelque chose, parce qu'on ne peut pas également laisser partir tout le monde comme ça. Il faut que vous puissiez le dire, comme le chante l'artiste Serge Pollock, c'est pas toujours facile en Europe aujourd'hui. Oui. On est en train de réviser, il y a Jean-François Copé de l'UMP qui parle de réviser le droit du sol. C'est-à-dire que forcément, peut-être les enfants qui seront nés de parents étrangers, peut-être c'est à l'âge de 18 ans qu'ils pourront finalement avoir la nationalité française, par exemple, pour le cas de la France. Oui, donc vous savez, tous ces systèmes-là ont pour but, n'est-ce pas, de réduire au maximum l'effectif des personnes qu'on peut admettre en territoire français. Bon, mais vous savez, aujourd'hui, on crée une loi, après on l'abolit soi-même, parce qu'on voit que ça ne répond plus à certaines conditions. Déjà, même quand le président français actuel, François Hollande,
a été investi de son pouvoir. Même quand il est arrivé au Mali, après l'échec, n'est-ce pas, des djihadistes, etc., il a lui-même dit que bon, voilà, il va plaider, n'est-ce pas, pour l'ouverture de la France, ou bien permettre l'accès à beaucoup de pays africains. C'était même l'une de ses promesses quand il est arrivé là-bas, mais ce n'est pas toujours le cas parce qu'ils se rendent compte qu'après, ils seront confrontés à ça, bien des les problèmes, promesses électorales, des démocratiques, des problèmes pas seulement démographiques, mais aussi économiques. Parce qu'ils sont vraiment en surcharge. Et je me dis aussi que c'est quelque chose qui ne pourront pas s'en passer parce que, bon, ils seront toujours sollicités, quel qu'en soit, même s'ils seront toujours prêts tous les jours à mettre les cachets. Alors, pour sortir de cette question, avant d'aller évoquer le cas du projet que vous avez envie de mettre en place, qu'est-ce que vous diriez aux Africains, véritablement, ceux qui vous entendent, sur cette question de l'immigration, immigration en direction de l'Europe? Oui, bon, je voudrais dire particulièrement, ça c'est mon point de vue, que nous devons toujours penser à aller à l'étranger. Oui, parce que c'est parfois la solution à nos problèmes. Et pour ceux qui ont peut-être parce que nos gouvernants sur place ne nous ont pas donné les meilleures conditions d'épanouissement. Non, pas forcément. Même nos gouvernements en place n'ont pas forcément eux-mêmes la possibilité de contenir toute la population. Si vous entrez dans les statistiques, les diplômés qui sortent chaque année, oui, ils vont créer des emplois comment? C'est pas aussi une tâche facile. Vous allez peut-être jeter la pierre à X ou Y. Bon, vous n'êtes pas sûr que si vous êtes là-bas, vous pouviez donc vous avez renverser la vapeur. Il y a déjà les personnes qui sont un peu plus âgées, qui restent longtemps aux affaires. Et demandez-leur déjà de laisser un peu la place parce que vous n'allez pas former des gens pour qu'ils aillent se chercher dans d'autres pays. Hein. Donc il faut créer bien entendu, la place dans votre pays. Hein. En ce qui concerne ceux qui sont âgés, qui restent au pouvoir, j'ai dit que ce système aussi avec aussi ses avantages, dans la mesure où ceux qui sont âgés, qui ont plus de maturité, plus d'expérience, prennent les choses avec beaucoup plus de souciance. Parce que vous savez, la jeunesse, avec l'impulsion, peuvent se dire, bon voilà, je suis là pour mon temps, je dois faire ce que je fais, je dois partir. Bon, ceux qui sont là avec leur maturité, leur expérience, peuvent peut-être encore dire, bon voilà, nous avons déjà roulé notre bosse, il faudrait que nous nous soucions de la génération montante. Tout à fait. En préservant. Et maintenant, au-delà des gouvernants, parce que vous n'aimez pas forcément les interpeller, il y a que nous-mêmes, on doit se prendre en charge. C'est ce que vous dites. Donc, des initiatives personnelles venant de la diaspora, ce qui est votre cas, et on va donc aller évoquer rapidement le projet Franco Voyage International que vous avez envie de mettre sur pied pour essayer de faciliter les relations nord-sud, les échanges. D'abord pour vendre la destination africaine et également permettre aux Africains de se rendre de ce côté-là. Bien entendu. Donc, vous est venue cette idée-là? Donc, l'idée m'est venue, vous savez, toujours dans le but de contribuer à cette lutte permanente contre la pauvreté et le désœuvrement. Vous savez, nous pouvons avoir des chances d'avoir des investisseurs expatriés qui puissent venir au Cameroun ou en Afrique en général apprécier toutes nos potentialités, tout ce que nous avons et être tentés d'investir. Mais s'ils n'ont pas la possibilité d'arriver au Cameroun ou en Afrique, ils ne pourront pas avoir cette chance-là ou cette volonté-là. Bon, je me suis dit, bon voilà, si j'essaie de créer une agence touristique, où je veux moi-même, partout où je suis, que ce soit dans la zone d'Europe, à Bruxelles, un peu partout, même aux États-Unis, essayer de vanter les vertus ou bien les atouts aussi physiques, culturels et sociaux que regorge notre pays, le Cameroun, l'Afrique en miniature. Ceux-ci peuvent être tentés dans un premier temps pour y faire un tour dans un cadre du tourisme, et être éventuellement tenté peut-être d'y investir parce qu'ils peuvent regarder au-delà peut-être de notre paysage et comprendre que bon, on a peut-être des atouts qu'on peut développer, on peut aider. Est-ce que vous êtes rapproché des institutions, par exemple de la place au Cameroun, qui pourraient vous aider, ceux qui sont concernés par le tourisme? Bon, il y a tout un département ministériel en charge. Bien entendu, je suis en train de travailler là-dessus. Donc pour obtenir un agrément au ministère du Tourisme, pour pouvoir œuvrer avec toute la force et tout le droit de l'exercer. Et je voudrais rappeler que je ne voudrais pas seulement m'étendre seulement sur le fait que les étrangers peuvent venir au Cameroun. Je souhaiterais aussi que des Camerounais qui ont un peu de moyens, qui ont la volonté, qui peuvent se jeter dans cette compétitivité permanente avec le but de pouvoir travailler et aider et soutenir notre nation qui est en défaillance et de pouvoir se joindre à nous. C'est pour ça que j'ai créé cette petite structure-là, cette agence de voyage, Franco Voyage, où nous nous spécialisons beaucoup plus dans l'établissement des visas de voyage,
les visas pour bien des pays comme Dubaï. Par exemple, beaucoup de personnes ne savent pas qu'à Dubaï, nous avons là-bas une direction qui reçoit des Africains, des Camerounais et qui les propose des emplois avec des rémunérations allant de 250 000 francs CFA. C'est vrai que le coût de vie là-bas n'est pas aussi élevé. Vous arrivez sur les places, on vous trouve un employeur qui vous fait une carte de résidence d'1 an et vous travaillez et il vous paye votre argent chaque mois. Bon, pour quelqu'un qui est au Cameroun qui ne fait rien, il peut dire, bon voilà, au prix de 400 000 francs CFA, nous pouvons lui faire un visa pour Dubaï et il peut s'acheter un billet d'avion à partir de 400 000 francs et y partir. Donc moins d'1 million de francs CFA, il peut aller tenter sa chance. Donc, et ce n'est pas seulement le cas. Ceux qui sont qui ont un peu de moyens, nous avons à partir du mois de janvier, bon, puisque les Jeux Olympiques à Sochi commencent effectivement en tout à fait, je voulais évoquer ça parce que c'est un gros événement qui est annoncé là-bas. Voilà, j'ai de Sochi, bien entendu, Russie, justement. Oui, bien entendu, j'ai mis sur pied un programme voyage pour tous qui permet, ou bien qui permettra à beaucoup de personnes intéressées. Est-ce que vous avez déjà reçu les autorisations des autorités de Russie déjà? Bien entendu, ce n'est pas compliqué. Je suis déjà reconnu même à l'ambassade. Ouais. Donc, ce qui fait que dès que nous arrivons, nous avons notre contrat d'exploitation. Ils savent que bon, voilà, voici un Camerounais qui est bien engagé et qui voudrait faire quelque chose. Donc, pour ceux qui... Les Jeux Olympiques, vous rappelez, ça commence quand exactement? C'est quel mois? Ça commence à partir du mois de février. Je crois que c'est le 8 au 23 février. Donc, ceux qui ont 1 250 000 francs CFA, nous avons le paquet. C'est comme un tour touristique avec billet d'avion compris, hébergement pour 2 semaines dans des hôtels de 3. Vous aurez le temps de toute façon de faire bien la promotion de ce projet. Oui. Mais rappelez d'abord que les avantages, c'est lesquels? La Russie aujourd'hui, puisqu'ils vont accueillir les Jeux Olympiques, on a présenté l'infrastructure quand même qui est assez belle. On a construit de nouvelles installations sportives là-bas. Je crois bien entendu, ce sera une très belle occasion pour les Camerounais et peut-être des journalistes aussi qui auraient envie d'y aller. Hein. Oui, et bien entendu, d'abord découvrir aussi ce pays. Qui est un pays qui est émergent et que beaucoup de personnes ont toujours une image pas du tout bonne de la Russie. Mais est-ce qu'eux-mêmes ils vont d'abord libérer les entrées? Est-ce qu'ils sont facile d'obtenir les visas? Non, ce n'est pas compliqué. Si déjà vous allez sous couvert d'une agence de voyage, oui, ça ne sera pas un problème. Ils sauront que bon voilà, il y a un suivi, il y a des dispositions qui sont prises, pas seulement au Cameroun, même là-bas sur le terrain, pour canaliser les choses, pour qu'il n'y ait pas de dérapage et pour que ceux qui y vont puissent avoir un séjour et qu'ils puissent se sentir... Justement, on va évoquer cela. Donc, pour rester donc dans le cadre de, on va le dire, de votre agence, c'est vrai qu'on évoquait déjà le cas des Jeux Olympiques d'hiver, parce qu'il y a la Coupe du Monde également de 2018, voilà. De ce côté-là. Donc, la Russie aujourd'hui, finalement, c'est un pays qui sera au cœur du sport mondial. Oui, bien entendu, à tous ces événements mondiaux. Bon, et je crois que ce serait aussi pour eux une aubaine de pouvoir s'ouvrir davantage dans le monde. Vous savez, c'est un pays qui dès lors n'est pas très médiatisé. Oui, beaucoup plus chez les Africains. Bon, ils vont permettre également... Ça va leur donner l'opportunité de pouvoir... Ils auront vraiment la capacité de bien accueillir la Coupe du Monde aussi. Bien entendu, ce n'est pas un pays pauvre, vous pouvez savoir. C'est vrai. Oui, donc, si déjà en Afrique, je vous rappelle qu'ils sont... 7e puissance mondiale, bon, je vais dire en matière d'économie, quand on juge le PIB. Donc, ce qui fait qu'ils ont suffisamment les moyens, ils ont une économie qui avance exponentiellement, ils ont les atouts, ils ont tout ce qu'il faut. Déjà, même le président Poutine a dit, bon voilà, nous allons pouvoir montrer qui nous sommes et il est quelqu'un qui joue un Donc, c'est finalement donc une destination qui était excellente. C'est pour ça qu'on a décidé vraiment de consacrer cette édition de l'émission Grand Soir sur DBS sur ce projet d'immigration en direction de la Russie, parce que les gens sont beaucoup plus penchés vers, on va dire, l'Europe de l'Ouest, l'Europe centrale aussi. Oui, et voilà, les États-Unis. Voilà, les États-Unis. Je disais tantôt que c'est un pays qui devrait être découvert et que... C'est vrai qu'ils devraient vous embaucher aussi comme tour opérateur, essentiellement pour faire leur promotion aussi. Hein. Oui, bien entendu, c'est dans cette optique-là que je travaille aussi. Je crois que même cette émission qui est consacrée, bon, je le présenterai là-bas aussi pour qu'ils comprennent qu'effectivement, les Africains, il y a des Africains qui les apprécient aussi et qui sont prêts, n'est-ce pas, à les mettre en haut. Mais il faudrait qu'ils commencent eux aussi à s'intéresser un peu plus aux Africains également. Oui, ils ne manqueront pas de le faire. Déjà même, ils investissent dans bien de pays en Afrique.
Le cas par exemple de l'Angola, même si ce n'est pas encore le tour du Cameroun. Et je peux même vous dire aussi déjà que la Russie, le Cameroun est l'un des pays qui entretient de très bonnes relations diplomatiques avec la Russie. Donc ce qui fait que déjà ce que nous sommes en train de vouloir faire, nous allons sonner la cloche pour que cela soit entendu et que même de l'autre côté ils comprennent que bon voilà, s'il y a déjà des citoyens, des ressortissants camerounais qui sont prêts déjà à ouvrir, à montrer l'image de la Russie, à valoriser la Russie, ça leur permettrait davantage de se laisser ouvrir et permettre aussi que cette relation-là puisse porter des fruits à long terme. On va bientôt tirer les conclusions parce qu'on est vers la fin, mais on va vous donner l'occasion quand même de dire une dernière chose concernant ce projet de coopération camerouno-russe, si on peut le dire ainsi, effectivement, donc en direction des étudiants ou alors hommes d'affaires potentiels. Qu'est-ce que vous avez pour résumer, à leur dire et finalement sur cette nouvelle destination que vous défendez si bien au jour d'aujourd'hui? Bon. Quelles sont les conditions, les facilités et les opportunités? En réalité, je voudrais d'abord dans un premier temps dire que en ce qui concerne la Russie, nous avons la possibilité de faire voyager des gens là-bas, que ce soit pour les affaires, que ce soit pour les études. Nous pouvons les proposer des facultés, des universités, où nous allons les laisser choisir leur prix et à leur convenance. Et pour les universités, vous rappelez qu'il faudra d'abord se sacrifier à l'utilisation, à la langue. Oui, bien sûr, ça c'est la première. Qui n'est pas très facile aussi. Oui, en principe, ce n'est pas une langue qui est facile, mais on peut toujours, elle est accessible, puisque si vous êtes sur le terrain, vous apprenez avec la pratique qui est autour de vous et avec la bonne volonté poussée. Pour l'apprendre une année, ça suffit pour déjà vous tenir au diapason, comprendre, parler, etc. C'est vrai que... Ok, donc vous dites les universités sont bel et bien accessibles aux Africains qui peuvent aller en Russie. Bien entendu, pas seulement le côté des études, même ceux qui veulent y aller faire des affaires, que ce soit le commerce, vous pouvez regarder les articles russes qu'ils produisent sur le terrain, que ce soit l'électronique, etc., le vestimentaire. Et sur le plan culturel, est-ce qu'on peut envisager des échanges à ce niveau entre artistes? Oui, bien entendu, et c'est même un détail qui est très très important. Je peux dénommer juste quelques Africains, artistes qui sillonnent la Russie pour faire des concerts. Je connais tout simplement Richard Bonnat. Oui, bon, et beaucoup de nos artistes ne veulent pas essayer. Si par exemple un artiste est intéressé, je peux vous donner mon contact, il peut m'appeler. Tout à fait. Alors, on est donc en train de vous demander pour sortir, Monsieur Franco, quelle est l'image que vous avez du Cameroun aujourd'hui, son avenir finalement? Quand vous revenez 8 ans après, qu'est-ce qui vous a frappé essentiellement? Non, en réalité, je ne suis pas revenu 8 ans après, je viens au pays chaque fois par an, et même cette année c'est déjà la deuxième fois. Donc je suis trop proche de mon pays, je ne peux pas quitter mon pays. Bon, l'image que j'ai pour le Cameroun, c'est que c'est un pays qui avance. Bon, c'est vrai que nos difficultés, nos problèmes restent toujours légion. Bon, on ne peut pas les balancer. Non, sérieusement, vous le dites, on avance, c'est ça. On avance parce qu'il y a déjà des raisons d'espérer au niveau, n'est-ce pas, de la compétitivité, l'esprit de créativité qui reste suffisamment perceptible. Et je voudrais que nous souhaitons, que nous ajoutons à cela le changement de nos mœurs, de nos mentalités, parce que tout est psychologique, et être toujours prêt à s'accepter et faire beaucoup preuve de patience. Quand vous parlez de changement de mentalité, vous pensez à quoi essentiellement? En direction de qui? Bon, quand je parle de changement de mentalité, c'est beaucoup plus aussi dans le cadre de la démocratie. Oui, accepter que les populations puissent se sentir libres, qu'il y ait le droit de l'homme, qu'il y ait toutes ces formes de liberté, parce que le développement économique est tributaire, ça dépend aussi de tous ces facteurs-là. Si vous ne vous sentez pas libre, vous ne pouvez pas, si vous avez dans votre poche 1 million de francs CFA, et qu'on ne vous permet pas d'investir, vous n'allez rien faire. Oui, donc c'est ça que je me dis, bon voilà, si ces conditions-là sont réunies, que nous puissions ensemble œuvrer pour que notre pays puisse évoluer, n'est pas toujours penser que bon voilà, tout est compliqué, tout est difficile, on n'a pas d'espoir devant, même dans son pays on peut se sentir très bien à l'aise, mais si on est vraiment prédisposé à travailler dans ce sens. Et puis peut-être aussi vous de la diaspora, qu'on vous permette effectivement de venir apporter votre expertise pour que le Cameroun puisse profiter de ce qu'il aura pu faire pour vous aussi. Oui, bien entendu, parce que c'est pour ça que cette action-là devrait être appréciée et louée et encouragée, parce que si un Camerounais va à l'étranger et qu'il sait travailler, que ce soit même dans le cadre des études, c'est peut-être un atout pour notre République,
Parce que même déjà, si quelqu'un à l'étranger, il peut envoyer une voiture dans son pays, ça fait qu'on a une voiture de plus. Et vous êtes aujourd'hui une fierté pour votre famille, on peut le dire. Donc vous avez contribué à jouer ce rôle-là. Oui, je pense que je voudrais, ce n'est qu'un début, je vais faire davantage. Donc travailler pour que pas seulement ma famille, mais même les personnes qui travaillent avec moi et que nous sommes en collaboration, nous puissions construire quelque chose de permanent et de durable et que beaucoup de personnes, aussi longtemps que possible, puissent en profiter. Merci, on était heureux de vous accueillir. Donc, dernier mot, juste cette émission, comment vous l'avez trouvée, puisque vous allez repartir dans 24 heures finalement. Le souvenir que vous gardez donc de votre venue sur ce plateau. Oui. Bon, c'est en toute sincérité ma première fois d'être sur une chaîne de télévision et j'ai nettement apprécié. Et je pense que la prochaine fois, je vais encore revenir. Cette fois-ci, ce serait pour une programmation publicitaire. Et parce que je veux voir déjà l'effet. Tout à fait, on peut établir un partenariat finalement. Bien entendu. Entre la chaîne et voilà. Et bien entendu, moi-même aussi à l'étranger, je peux souvent vous préparer des documentaires que je peux vous envoyer. Peut-être la vie des étrangers, comment évolue, comment est-ce qu'on vit là-bas, qu'est-ce qu'on fait là-bas, quels sont les atouts du terrain, qui puissent également vous permettre aussi de sensibiliser et d'informer davantage l'auditoire camerounais sur le terrain. Merci à vous, c'était M. Franco Emma, tour opérateur d'origine camerounaise. Il vient de la Russie, il doit y repartir, il est d'origine camerounaise. C'était notre contribution de ce jour. C'était le grand soir, toute l'équipe vous remercie. Demain est un autre jour avec probablement un autre invité. Merci, restez fidèles. C'est une équipe de